Emmanuel Macron au 17e sommet de la francophonie en Arménie, pas franchement réputé pour son amour de la langue française. Le président start-upper défend le plurilinguisme, un rendez-vous manqué d'avance pour le monde francophone. Selon un dernier baromètre, une commune française sur 3 est considérée comme un désert médical. Face à la pénurie, les municipalités regorgent d'inventivité pour attirer les professionnels de santé. Les banques européennes à la pointe du blanchiment d'argent, alors que de nombreux établissements ont déjà été épinglés, le phénomène reste sous-évalué et les autorités financières peinent à légiférer. Madame, monsieur, bonsoir. Un sommet pour rien. Ce jeudi s'ouvrait à Erevan, en Arménie, le 17e sommet de la francophonie. Emmanuel Macron, pas franchement à son aise dans ce type d'exercice, a montré ses limites en matière de représentation de la France devant le monde. Olivier Frère-Jacques. A twofold approach. Vous voulez que je réponde en français? Pardon, d'accord, ok. Emmanuel Macron au sommet de la francophonie, c'est un peu Dominique Strauss-Kahn dans un couvent de bonnes sœurs. Pendant 2 jours, 3500 invités, 40 pays et 26 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à Erevan, en Arménie, pour le 17e sommet de la francophonie. Problème, Emmanuel Macron, haut fonctionnaire au vernis de start-upper, n'est pas un grand amoureux de la langue de Molière et il a plutôt un petit faible pour l'anglais. Pas l'anglais de Shakespeare, mais plutôt celui de la City. C'est des choses qui seront moyennement contrôlées en termes de privacy et autres. Et au fond, le petit, c'est un fournisseur de commodities. Avoir un vrai écosystème attractif IA Deep Tech. Et on l'a en France. En tout cas, on l'a early stage. Sur le early stage, on a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est disrupté. Ils ont disrupté le secteur du maximum de startups. Okay. Scale up, comme on dit en bon français. C'est Single Sovereign Digital Market. Pas à l'aise, Emmanuel Macron ne sera certainement pas le président du renouveau de la francophonie, même s'il a appelé à réinventer la francophonie en ouverture du sommet. Et pour cause, le président préfère la notion de multilinguisme, qui selon lui est complémentaire de la francophonie. Entendre, il faut que tout le monde apprenne plusieurs langues, de quoi largement favoriser l'anglais dont l'apprentissage se révèle peu compliqué. Mais le locataire de l'Élysée n'est pas à une contradiction près concernant la francophonie, lui qui se veut à la fois pour, tout en étant anglophile. Et pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est EdTech, c'est la langue, la francophonie entière. Il y a très peu de langues qui ont cette portée. Et pourtant, il existe une vraie dynamique de la francophonie dans le monde avec une croissance de l'espace linguistique prévue de plus 143% entre 2015 et 2065 pour le français contre plus 62% seulement pour l'anglais. Les perspectives du développement d'un espace d'échange privilégié entre les 300 millions de francophones pourraient s'avérer être une véritable opportunité dans de nombreux domaines, à commencer par l'économie. Problème, la culture de repentance vis-à-vis de l'histoire coloniale empêche d'avancer sereinement pour favoriser des projets communs, notamment avec les pays africains. Des pays comme l'Arménie ou la Roumanie ne posent en revanche pas ce type de problème et pourraient permettre une véritable coopération de type continental. Ce sommet est aussi l'occasion de poser le bilan de près de 50 ans d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie. Un bilan plus que mitigé et toujours miné par le sentiment anti-français de certains. C'est le cas notamment de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, pressentie pour diriger l'organisation, une candidate anti-française soutenue par l'État français. Vous l'aurez compris, mis à part quelques gags du président Macron, pas grand-chose à attendre de ce sommet de la francophonie. Des gags que l'on a retrouvés dès l'ouverture du sommet. Le président a une nouvelle fois parlé de manière élogieuse d'Afrique et de sa jeunesse qui serait, selon lui, l'épicentre de la francophonie. L'humoriste Fabrice Eboué nous avait pourtant prévenu. J'étais à l'école avec Macron, vérifier, j'étais à la Providence à Amiens, et je me rappelle, dès qu'on était dans les vestiaires en cours de PS, dès que j'étais torse nu, tout de suite il s'émoustillait, il venait vers moi comme ça, je dis mais laisse-moi Emmanuel, va voir la prof de français, quoi. Il y a un problème, mais c'est une aubaine pour nous les Noirs. Hein. Il y a un mouvement qui peut se mettre en marche. Si vous avez une demande au président de la République de logement, de boulot, que vous êtes noir, allez demander torse nu. Les déserts médicaux élargissent leur territoire. Selon le dernier baromètre du ministère de la Santé, un tiers des communes françaises seraient concernées. Un fléau auquel les municipalités ont bien du mal à répondre.
Commune française recherche désespérément médecin. Quelques semaines après l'annonce du très attendu plan santé, la situation presse. Selon l'indice d'accessibilité potentielle localisé conçu par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 11 329 communes françaises sont considérées comme des déserts médicaux, soit 1 sur 3. Au total, 12% de la population serait concernée. Vous l'avez compris, les communes rurales sont particulièrement touchées, mais la pénurie commence à s'implanter également dans les zones plus urbaines. En effet, certaines villes d'Île-de-France comme Clamart ou Meudon sont considérées comme des zones sous-denses, c'est-à-dire des zones où les consultations disponibles par an et par habitant sont inférieures à 2,5. Un constat inquiétant qui s'explique en partie par la diminution constante du nombre de médecins généralistes libéraux depuis 2010. De plus, près de la moitié des médecins inscrits à l'ordre des médecins a au moins 60 ans, alors que ce n'était le cas que d'un quart des médecins 10 ans plus tôt. Si le numerus clausus peut largement expliquer le phénomène des déserts médicaux, l'annonce de sa suppression a été perçue comme une véritable solution. Pourtant, selon Marc Lagrange, auteur de Médecine de la dérive au chaos, l'abolition de cette réforme post-mai 68 ne suffira pas à renflouer le manque de médecins dans les campagnes. Bon, ça part d'un bon sentiment, à l'évidence. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre 15 ans pour qu'il y ait des retombées. Donc, j'espère qu'on aura un énarque malin, je ne sais pas forcément une évidence, qui dira le plan, il est ce qu'il est. Et on fait le point dans 10 ans avec la démographie, la répartition des sexes, les quotas entre les régions, entre les campagnes et les villes. Alors que le numerus clausus soit terminé, c'est parfait. Il faut encore le remplacer par des choses normales pour des médecins. Il faut que les médecins, même à la campagne, il faut que les médecins de médecine incluent l'anglais, incluent l'informatique, incluent la psychologie, incluent l'expression orale, incluent la courtoisie, incluent des civilités. Parce que la biochimie, la biophysique que nous on a appris, et déjà en 68, j'étais en première année, on disait que c'était de la connerie. Pour un médecin généraliste, on n'en a rien à cirer. Donc le numerus clausus à l'abandon, les QCM à l'abandon, à la poubelle, oui. Remplaçons-les par des vraies choses. On n'a pas besoin de connaître la biochimie pour examiner un malade et l'écouter. La fin du numerus clausus ne soignera donc pas tous les maux. En effet, d'autres facteurs sont également à prendre en compte. La nouvelle génération est plus capricieuse que la précédente. Fini les médecins corvéables à merci. En effet, face au manque de professionnels de santé, les nouveaux médecins ont bien compris qu'ils pouvaient imposer leurs conditions. Cadre de vie agréable, travail en groupe sans oublier leur vie personnelle. Des exigences auxquelles les municipalités répondent et n'hésitent pas à rivaliser de belles promesses pour attirer les médecins dans leur filet. Repas offerts dans des restaurants étoilés, appartements en bord de mer ou subventions. Les carottes sont appétissantes, pourtant malgré ces propositions mirobolantes, les postes sont rarement pourvus, comme nous l'explique Marc Lagrange. Il est vrai qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Quand on voit les frais des professions libérales, et notamment des médecins, il est certain qu'il faut les appâter avec des avantages fiscaux, avec des avantages matériels. Il faut quand même, de mémoire, au moins 10 000 euros de frais fixes par mois. 10 000 euros de frais fixes par mois. Et quand on propose un appartement, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est tout un contexte. Le problème, c'est la ruralité dans son sens large. Et le vrai problème du médecin à la campagne actuellement, c'est le conjoint. Pourquoi le conjoint? Parce que le médecin, dans l'état actuel du concours, est un concours pour les femmes. 80 à 100% des reçus sont des femmes. Donc le mari conjoint, lui, il n'a pas de travail à la campagne. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme appât. Si le mari n'a pas de boulot, la femme n'ira pas s'enterrer à la campagne. Hein. Il faut être un bobo parisien pour penser ça. Actuellement, il faut mettre des bottes, et il y a plus de trésor public, les gares sont fermées. C'est un problème malheureusement beaucoup plus large que le côté fric. Les banques européennes championnes du monde du blanchiment d'argent, alors que le scandale de la Danske Bank est quasiment passé sous silence. Les cas de blanchiment sont de plus en plus fréquents et la France n'est pas la dernière en la matière. Quand on parle des banques, on pense au prêt à taux zéro, au livret A, mais aussi au blanchiment d'argent. Le récent scandale de la Danske Bank en est l'illustration. De 2007 à 2015, cette grande banque historique danoise a facilité le flux de près de 200 milliards d'euros via sa discrète succursale estonienne. Devant l'ampleur de l'affaire, Thomas Borgen a été contraint de démissionner de son poste de PDG avec une petite gratification de départ équivalent à 12 mois de salaire, soit 1,79 million de dollars. Une affaire finalement peu médiatisée
médiatisé mais qui est loin d'être isolé. En effet, la banque ING, HSBC, Standard Chartered ou encore la Deutsche Bank ont toutes été condamnées dernièrement. Si des banques étrangères sont particulièrement concernées, les établissements français ne sont pas exempts de tout reproche. BNP Paribas, la Société Générale ou encore le Crédit Agricole ont été épinglés entre 2016 et 2018 pour non-respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Des amendes se chiffrant à plusieurs millions d'euros, on est certes loin des milliards de la Danske Bank, mais le blanchiment existe bel et bien dans des proportions moindres, mais qui témoignent d'un risque réel. Aujourd'hui, l'Europe est devenue le terrain de jeu préféré d'experts spécialisés dans le blanchiment d'argent. En cause notamment l'apathie des pays européens à mettre en place de véritables réglementations en la matière. Et pour cause, le secret bancaire, inspiré notamment du droit à la vie privée et qui est une valeur importante dans nos sociétés européennes, est un obstacle naturel à la mise en place de législations de contrôle qui peuvent rapidement tourner à l'arbitraire. Lors de la dernière décennie, la directive de l'Union européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent a été rédigée puis corrigée 5 fois, preuve que les autorités européennes peinent à légiférer en la matière. Autre élément freinant le développement de la législation en la matière, certains États européens sont plutôt réticents à l'idée de juguler le blanchiment d'argent sale. En effet, plusieurs pays tels que le Luxembourg, Chypre, Malte ou encore la Lettonie ont construit en partie leur économie en attirant de l'argent étranger sans pour autant contrôler efficacement l'origine de ces liquidités. Enfin, certains esprits chagrins estiment également que l'implication de personnalités politiques dans des affaires peu avouables serait un obstacle supplémentaire à moins d'opacité dans les affaires bancaires. De son côté, la Commission européenne a annoncé qu'elle prendrait dorénavant le problème plus au sérieux en accordant des pouvoirs supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à l'autorité bancaire européenne, autorité qui déménage de Londres à Paris à la faveur du Brexit, autorité dont l'indépendance n'est en rien garantie, notamment du fait de la nomination opaque de ses membres. Comble de l'ironie, c'est Vladis Dombrovskis, un Letton et donc un citoyen d'un des premiers pays concernés par le blanchiment, qui est commissaire européen chargé des affaires financières. Le vin est-il un investissement de qualité? Alors que les grands vins français ne cessent de prendre de la valeur depuis plusieurs décennies, ce filon connu pourrait encore rapporter gros. Olivier Frère-Jacques. Le vin comme valeur refuge, une affirmation qui a longtemps paru comme une évidence pour les amateurs de vin et les particuliers à la recherche d'investissements fiables, et à plus forte raison depuis la crise financière de 2008. Attirés par l'appât du gain facile avec des marges inimaginables dans d'autres secteurs, la spéculation sur le vin est en effet souvent un petit commerce bien lucratif. Ainsi, le quotidien Le Figaro explique qu'une bouteille de Pétrus 2012 achetée en primeur au printemps 2013 a permis à son acheteur d'encaisser une plus-value de 45%. Cependant, si le marché du vin peut permettre de faire des affaires, ce n'est pas toujours le cas. Déjà, pour envisager des plus-values intéressantes, il faut bien choisir son breuvage et chercher l'achat dans le haut de gamme, mais aussi avoir des capacités de stockage. Ensuite, les aléas des réglementations internationales peuvent ralentir ici et là l'activité. Ce fut notamment le cas lorsqu'en 2013, la Chine a choisi d'interdire du jour au lendemain les cadeaux d'affaires, une décision qui avait eu pour conséquence de faire chuter la cote du Lafite Rothschild, dont les hommes d'affaires chinois étaient friands. Et même loin de tels scénarios catastrophes, faire des marges sur le haut de gamme, bordelais notamment, n'est pas assuré. Ainsi, l'achat de 8 bouteilles des plus grands crus de château de Bordeaux, les plus prestigieux en 2010, ne permettra pas à l'investisseur de retrouver sa mise de départ en 2018. Le marché bordelais est d'ailleurs spécifiquement délicat à gérer, le temps de conservation n'étant pas nécessairement suffisamment long et les notes obtenues auprès des critiques étant assez changeantes. La problématique est différente en Bourgogne où les prix sont plus liés à la production, à savoir moins on produit, plus les prix seront élevés. En revanche, les précieux liquides bourguignons bénéficient d'une garde souvent plus longue et seront donc susceptibles de voir leur cote augmenter dans le temps long. Alors que le Bordeaux représentait 85% des échanges sur le marché professionnel international d'échanges de Londres en 2010, son niveau est passé à 60%. Investir dans ces millésimes est donc aujourd'hui plus risqué. Parallèlement, le Bourgogne progresse et bénéficie d'un autre atout, une production moins quantitative et plus qualitative, avec en contrepartie des vignerons hostiles à la spéculation sur leurs produits. Tant mieux pour le terroir, tant pis pour les boursigoteurs de l'or rouge. Vous l'aurez compris, comme dans toute forme d'investissement, le vin nécessite une bonne connaissance du marché, en l'occurrence des millésimes, et si la spéculation sur les bouteilles a permis à certains de dégager des profits, le marché sera de plus en plus compliqué du fait des nouveaux moyens de production, notamment écologiques, et qui permettent à des exploitations de produire des vins de qualité correcte un peu partout sur Terre.
Et on retrouve une nouvelle fois Olivier Frère-Jacques avec l'actualité en bref. Barbie se repent de son machisme. Le fabricant du célèbre jouet de la marque Mattel a annoncé le mardi 10 octobre qu'il allait désormais décliner la petite Barbie en des versions dites plus émancipées. Pour cela, le fabricant va travailler avec des chercheurs travaillant eux-mêmes sur la représentation des femmes et des stéréotypes dits sexistes. Pas sûr cependant que des nouveaux modèles de Barbie avec la tête de Christine Angot soient vraiment un débouché économique fiable pour la marque. Yves Lévy-Recazet, le mari du ministre de la Santé Agnès Buzyn, a été nommé conseiller d'État extraordinaire. Un joli cadeau pour le médecin qui touchera jusqu'à 6 000 € par mois pendant 5 ans, alors qu'il n'a jamais pratiqué le droit public. L'ancien président de l'INSERM prendra ses fonctions le 12 octobre. Yves Lévy avait annoncé le retrait de sa candidature à un nouveau mandat face à de possibles conflits d'intérêts, compte tenu de la fonction de son épouse. Inondation meurtrière dans le Var. De fortes pluies accompagnées de rafales de vent se sont abattues mercredi sur le golfe de Saint-Tropez, notamment autour de Sainte-Maxime. Ce jeudi, 2 corps ont été retrouvés à bord d'un véhicule. Les intempéries ont fait déborder les cours d'eau, inondant les commerces et les maisons. L'ouragan Michel ravage la Floride. Mercredi, des pluies torrentielles se sont abattues sur la côte nord-ouest de l'État américain, faisant au moins un mort. Donald Trump a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble de la Floride, ce qui permet de débloquer une aide fédérale. Après son passage floridien, l'ouragan Michel poursuit son chemin vers la Géorgie, mais a été rétrogradé en tempête tropicale. Yvan Blot nous a quittés, haut fonctionnaire, ancien député RPR et Front National, mais aussi essayiste et grand défenseur de la démocratie directe. Il avait participé aux Grèce et cofondé le Club de l'Horloge. À 70 ans, il poursuivait sans relâche son activité militante pour la France, en œuvrant notamment pour un rapprochement avec la Russie. En 2014, il avait ainsi été coopté au Club Valdaï. Il était également membre du conseil d'administration du dialogue franco-russe. Depuis la création de TV Liberté, il était passé à de nombreuses reprises sur nos plateaux. Yvan Blot avait su séduire de nombreux jeunes de droite, auprès de qui il donnait régulièrement des conférences sur ses thèmes de prédilection. Dans un instant, retrouvez notre Zoom du jour. 10 ans, jour pour jour, après la mort du leader autrichien Jörg Haider, une équipe de TV Liberté est allée sur ses traces en Autriche pour revenir sur son parcours politique. Und meine Erinnerung ist das, dass ein Landeshauptmann war, der zugegangen ist zu den Menschen, ja, der mit ihnen gesprochen hat, sich die Sorgen und Wünsche angehört hat. Und das ist das, was derzeit uns in unserem Lande und auch in Österreich fehlt. Und ja, wenn er noch wäre, würde es in Österreich und in der EU, muss ich sagen, nicht so ein heilloses Durcheinander geben. Et ce soir, retrouvez également au Forum pour ce nouveau numéro l'émission des Français rapatriés animée par Bernard Colle. L'invité de marque est un célèbre caricaturiste de droite, Pierre Pinatel. Il revient sur une de ses cibles préférées, le général de Gaulle. Au Forum, c'est aussi l'affaire Odin et l'hommage aux harkis. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol. C'est avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. L'une des accusations les moins graves, mais les plus insistantes quand même, auxquelles on doit faire face dans un village,
surtout quand on vit de manière un peu hybride entre la ville et la campagne, quand on a voyagé, quand on a lu tellement de livres qu'on en a écrit quelques-uns, c'est d'être un intellectuel. Alors il y a deux attitudes dans la population moyenne à l'égard des intellectuels, celle qui consiste à s'en méfier parce qu'ils pourraient profiter de leur statut d'intellectuel pour essayer de dominer autrui, de donner des leçons. Donc c'est une attitude assez inquiète qui veut dire il ou elle pourrait se prendre pour supérieur, il faut faire attention. Et puis il y a l'autre attitude qui consiste à dire ils sont incapables de se souvenir qu'on met de l'huile dans une bagnole, nous n'avons aucun complexe à leur égard puisqu'ils ont bien plus besoin de nous que nous d'eux. Alors pour ma part, c'est la deuxième catégorie qui m'intéresse parce que la première est évidemment trop prévisible. Le type qui jalouse l'intellectuel de son voisinage, là, ne va pas remettre en cause son statut, son savoir, sa culture, auquel souvent il aspire lui-même. Il va vous dire qu'il ne faut pas qu'il en profite pour mépriser les autres. C'est le cas par exemple de notre abonné au Monde de Campagnol qui est au courant de tout et qui fait du rapport au savoir une affaire de dominance. C'est le cas aussi du maire qui est très sensible à cette question parce qu'il ne faudrait pas que le savoir de l'intellectuel qui vit à sa porte là jette de l'ombre sur son ignorance. En général, les politiques se méfient de tous ceux dont on dit c'est une tronche ce type parce que la comparaison, pense-t-il, pourrait un jour leur coûter leur propre place. En quoi, hélas, ils n'ont pas tort. Il suffit de voir combien la tentation d'élire un énarque, un agrégé, un surdoué, un surdiplômé est devenue grande dans la population, du moins dans la population sensible à la propagande. Mais revenons à l'autre qui n'a, elle, aucune admiration particulière pour l'intellectuel et revenons aux critères qu'elle utilise pour trier parmi eux les bons et les mauvais. Et là, vous pouvez qu'approuver des gens comme Gustave, par exemple, quand ils vous disent qu'ils estiment ceux qui ont lu les Sermons de Bossuet ou les Mémoires de Saint-Simon, mais qui savent en même temps élaguer un arbre, changer leur plaquette de frein, faire la sauvegarde d'un disque dur, désinfecter les plaies de leurs chiens, réussir leur semis. Alors évidemment, il prêche pour son propre sein, parce que Gustave est comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend bien. Nous sommes une poignée à être des autodidactes en de nombreux domaines, et nous le devons à Internet. C'est là que je voulais en venir. La frontière instinctive entre ceux qui ont un rapport sans timidité, sans complexe avec le savoir et les autres, c'est Internet. L'intellectuel qui se méfie des intellectuels, le dominant qui voit dans le savoir des autres une menace, n'a aucune amitié pour Internet, parce qu'Internet est un vecteur d'indépendance dans la curiosité. Par exemple, le maire chez nous vous dira « Oh, j'ai pas le temps de m'y intéresser, je préfère le concret, moi ». Alors qu'il n'y a rien de plus concret, évidemment, que de regarder sur YouTube comment on change des plaquettes. Ensuite, il vous dit qu'il y a beaucoup de choses fausses sur Internet, alors que justement, vous passez votre temps à vérifier la justesse de certaines choses grâce à Internet. Il vous dit aussi qu'il préfère le contact direct au contact virtuel, alors que vous donnez sans cesse rendez-vous avec des inconnus rencontrés par le web pour aller voir une église avec un conférencier. Du coup, c'est là que je voulais en venir, nombre d'élus de campagne, des maires, mais aussi de très nombreux conseillers municipaux, un peu chafouins, un peu jaloux, font de la résistance sournoisement à l'installation des nouveaux équipements, alors qu'ils ne cessent de participer à des réunions pour désenclaver. On prétend donc désenclaver à tour de bras, mais en fait, un pourcentage non négligeable de ceux qui se réunissent dans les conseils généraux n'ont aucun avantage à laisser le savoir de l'autodidacte se développer à leur porte, parce que ça signifie donc tôt ou tard pour eux une perte de pouvoir. D'où une évidente mauvaise volonté dès qu'il s'agit de poser la 4G. Ah si, j'oubliais le seul rapport à l'intelligence qui reste sacré dans les villages pour la plupart des gens, c'est l'art. Si vous savez dessiner ou sculpter un tronc d'arbre par exemple, vous êtes très très bien vu. Les gens croient aux guérisseurs, donc ils croient que certains naissent avec un don pour la musique ou pour le dessin. C'est même tellement bien vu que le maire arrive toujours à vous glisser dans la conversation que non, c'est pas une affaire de don, c'est de l'apprentissage, de la formation. Sous-entendu, si j'avais eu le temps, moi aussi, je saurais jouer de l'orgue. En résumé, le personnel politique le plus bas de gamme ne cherche plus, comme au XIXe siècle, à s'imposer par son talent, mais à amoindrir celui des autres. Une attitude que l'on retrouve, hélas, dans le personnel haut de gamme. On a vu que l'élection d'un président de la République peut reposer entièrement sur le fait de faire trébucher son adversaire. Et ça, c'est nouveau. À bientôt.